On a un candidat qui va arriver, il m'a dit j'arrive dans 5 minutes. Il va arriver. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette 3e édition du concours d'éloquence qui a lieu sur le campus technologique. Cette année, on a la chance d'accueillir, comme vous savez, les Jeux Olympiques et dans notre ville, la flamme olympique au mois de juillet. Donc, on a travaillé avec l'agglomération et le service des sports pour vous préparer des sujets, en lien avec les Jeux Olympiques. Sujets que les candidats ont reçus il y a 15 jours exactement. Donc ça fait 15 jours qu'ils travaillent nuit et jour. Bah, mais si sur leur Alors, le thème, je ne vais pas parler longtemps parce qu'on est là pour écouter les étudiants. Le thème est quand même m'intéresse en tout cas tout particulièrement puisque je trouve que les valeurs du sport, les valeurs des sportifs, on les retrouve dans les entreprises. C'est soft skills, ce qu'on appelle. Et l'éloquence, ça en fait complètement partie. Et l'éloquence, c'est un exercice qui est quand même très difficile, puisque contrairement à l'écrit, à l'oral, ce qui est dit, on peut pas gommer ce qui a été dit. Donc ça rajoute quand même une pression supplémentaire sur nos candidats. Donc je vais présenter les candidats, ensuite le jury, ensuite le barème, et puis on commence. Ok. Donc les candidats, vous faites une révérence, vous levez. Alors je vais vous rajouter. Non, je rentre dans l'ordre, vous n'avez pas mis dans l'ordre. Silvio qui est en licence 1. Nous avons. Merci. Hugo Marie. De l'INSET en licence 1. Thomas Cousinet qui est Shimon Berch en licence 2. Yann Legrand licence 2. Anthony Mazoir licence 1. Wadi BUT génie mécanique. Ensuite, on avait un 8e candidat qui ne viendra pas s'il s'agissait de Valentin Prudhomme, mais il est dans la liste. Voilà. Ensuite, en numéro 9, Simon Marceau, qui est en Master 1. Lucas, licence 1, donc c'est Lucas Kizek. J'aurais jamais appris. Aliouba, qui est en BUT chimie. Et puis nous avons Angelino qui va arriver, qui est en BUT génie chimie. En numéro 13, il y a Sam Tavernier. En but génie mécanique. Kélian Nunes, licence 1. Et pour terminer, Karim Adara, licence 3. Dans le jury, nous avons donc service des sports Erwin Jean qui est là. On peut applaudir bien fort une personne qui mérite vraiment bien sa place, qui a travaillé dur pour en être là.
c'est France Ténier. Parce que on rappelle que le gagnant a le droit de faire partie du jury l'année suivante. Donc France a gagné l'année dernière. Nous avons Catherine. Oui. Bon, je dis pas les fonctions. Hein. Si vous voulez que je dise les fonctions, pas. Ah, si. Xavier Perrin. Madame Tranois. Madame Boissard. Et la présidente du jury, Madame Lancelin. Voilà. Angelino, tu peux venir. C'est bon, il y a une place pour toi à côté de Karim. Voilà. Oui, assieds-toi. Bon, j'ai presque fini. 7. Donc, l'objectif, il y a 7 candidats qui vont passer. Au bout du 7e, on fait une petite pause de quelques minutes, très rapide. Et après, on écoute les 7 autres candidats. Chaque candidat a 5 minutes pour répondre à un sujet par l'affirmative ou la négative. Le jury va poser une note pour chaque candidat et le public. Vous avez tous un QR code. Grâce à ce QR code, vous pouvez noter vos camarades. Lorsque les 14 candidats seront passés, on s'absent. Voilà, vous avez compris, quelques instants pour faire une moyenne. La nouveauté cette année, c'est que le public compte double. Voilà. Donc le jury est composé de 7 personnes, plus le public, 2 personnes. Donc si vous avez bien suivi, on va faire la somme, on va diviser par combien? Par 9. Voilà. 9 personnes suisses, c'est pas grave. C'est pas nous qui attendons les résultats. Moi je le comprends en tout cas. Le barème est très simple. Le barème est, on l'a fait exprès, relativement simple, puisque on juge surtout aujourd'hui 3 choses. L'argumentation, vous l'avez, il y a l'argumentation, il y a la forme du discours, et bien entendu, sur 8 points, donc les 2 premiers c'est 6 et 6, ça fait 12, et sur 8 points, l'éloquence. Voilà comment va fonctionner la notation. Il y a une de vos camarades, c'est Siem, merci, tu peux lever la main bien fort, qui s'est proposée pour faire le minutage. Voilà, Siem va faire le minutage, c'est-à-dire que le candidat, au bout d'1 minute, il verra le chiffre 1. Au bout de 5 minutes, il verra le chiffre 1. Ça rajoute de la fonction au candidat. Non mais quand vous voyez le chiffre 5, ça veut dire qu'il vous reste 1 minute. Vous comprenez? Parce qu'au bout d'1 minute, elle vous montre le chiffre 1, donc faites attention. Il vous restera 1 minute quand vous verrez le chiffre 5. Donc ça veut dire qu'il est temps de conclure. Oui. Ouais, voilà, 4 minutes, 5 minutes. Donc c'était bon. T'as compris ça? Non mais donc, quand vous voyez le chiffre 5, c'est terminé. Ah voilà. Oui, Simon. Quand vous voyez le chiffre 5, c'est terminé. Parce qu'elle commence par... Bien, nous allons commencer. Je vais finir par... je reprends la même citation tous les ans, mais je trouve que cette année, elle est complètement adaptée. La citation de Monsieur Perrier dans le film À voix haute,
la force de la parole. Il y en a qui la connaissent, je le dis souvent, mais là, comme on est dans les Jeux Olympiques, si la parole était un sport de combat, nous aurions face à nous ce soir des gladiateurs. Voilà. Allez. Alors, Steve Blue. Bonsoir, ce soir je vais vous présenter les Jeux Olympiques, un enjeu politique, et je vais répondre par l'affirmatif. Nous ne le cachons pas, les Jeux Olympiques, c'est ce qui les occupe pour la plupart, pour la plupart, nos étés et hivers, tous les 4 ans, à tel point que le biathlon, le curling, la natation synchronisée n'ont plus de secret. Mais pourtant, derrière cette compétition sportive, il se cache un événement politique aussi. Comme dirait George Orwell, le sport, c'est la guerre, les fusils au moins. Pour s'en rendre compte, rien de plus simple. Il faut se demander quelle est la première chose qu'on fait à la fin des Jeux. Regardez la place de son pays dans le tableau des scores. Alors, peut-on affirmer que les Jeux Olympiques n'ont-ils pas un enjeu politique? Pourtant, le baron Pierre de Coubertin avait des idées apolitiques. Pierre de Coubertin est le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Mais pourtant, il avait dit lui-même qu'il a pour objectif, en restaurant les Jeux Olympiques, à pacifier les relations internationales. Donc, dès le départ, politique et sport se sont mêlés. La preuve, après la Première Guerre mondiale, les pays vaincus seront exclus des Jeux Olympiques pour pas qu'ils prennent la revanche dans la discipline sportive, celle du champ de bataille. Autre exemple où la politique et les JO sont mêlés, et au cours de la guerre froide. Par exemple, au-delà de la compétition soviéto-américaine, il y avait une compétition pour savoir qui avait le meilleur système entre capitaliste ou communiste, pour prouver qui pouvait rapporter le plus de médailles, pour accroître son influence dans le monde. Pour citer le président américain Gerald Ford, un succès sportif peut amener à une nation autant qu'un succès militaire. Revenons dans le présent. Cette année, la commission du Comité international olympique a décidé de contraindre les athlètes russes et biélorusses de concourir sous bannière neutre et de les interdire de traverser la Seine pour l'ouverture des JO. Cette sanction est liée à l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Et en réponse à cela, le Kremlin va organiser au mois de septembre les Jeux de l'amitié d'été. Je trouve un nom bien ironique en vue de la situation géopolitique actuelle. La CIO a demandé aux États de boycotter cet événement pour ne pas donner plus d'influence aux Russes. Il y a aussi des pays qui ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques,
parce qu'ils ont été bannis sur cause des régimes politiques. Comme par exemple dans l'Afghanistan, qui a été exclu à cause des talibans qui interdisaient aux femmes de pratiquer du sport. Cela va à l'encontre des idées de la CEIO qui sont pour l'égalité entre les genres. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui, à cause de l'apartheid, un mouvement discriminatoire envers les personnes de couleur qui a été exclu. Cela va de soi, l'égalité même entre couleurs est l'une des valeurs de la CEIO. Les Jeux sont une compétition politique où, en fonction des périodes, les tensions s'exercent, les pressions se font de plus en plus fortes. Pourtant, il n'en demeure pas moins que les Jeux Olympiques, ce sont aussi un moment pas si nombreux où les nations défilent ensemble, voire sur une même bannière. Comme par exemple, cela a été le cas entre la Corée du Sud et la Corée du Nord lors des Jeux de Pyongyang où une trêve olympique a été décrétée, où les sportifs deviennent nos héros sans armes ou le moins le temps de compétition. Nous sommes à J-123 des Jeux Olympiques et à J-156 des Jeux Paralympiques. Et je pense que tout le monde le sait ici, mais cette fois-ci, c'est la France et plus précisément Paris et ses alentours qui vont accueillir l'un des plus grands événements sportifs du monde. Alors pour certains, cela ne représente rien, tandis que d'autres personnes se disent « Super, il y aura du sport à la télé cet été ». Mais pour moi, cela représente une belle opportunité pour la France d'accroître sa croissance. Alors, nous allons répondre à cette question. Et bien, c'est pour ça que je suis ici. Nous aborderons forcément des points économiques, mais nous ne limiterons pas à ce seul aspect. Nous aborderons aussi les innovations induites par l'événement, les retombées en termes de fierté et de rayonnement national, ainsi que l'influence sur divers secteurs économiques. On le sait tous, les Jeux Olympiques est un événement sportif majeur. Et on en a tous entendu parler en moins une fois, surtout en ce moment, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, ou même en ce moment, je suis en train de vous en parler. En bref, on ne peut pas passer à côté des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour vous donner un ordre d'idée, les Jeux de Paris 2024, c'est 10 500 athlètes qui entreront en compétition sur 32 sports, représentant les 206 nations. 13 millions de repas seront servis, avec 80% de denrées produites en France. Côté spectateurs, 15 millions sont attendus, dont 2 millions venant de l'étranger. Et près d'1 milliard de téléspectateurs pourraient assister à la cérémonie d'ouverture. Pour vous redonner encore un ordre d'idée, lors de la précédente édition des Jeux Olympiques, 50 millions de téléspectateurs français ont regardé tout l'événement, du début à la fin, marquant aussi un record d'audience. France Télévisions ajoute aussi une hausse de 6 millions de téléspectateurs supplémentaires comparé à l'édition précédente à Rio en 2016. Donc oui, les Jeux Olympiques est un très gros événement sportif. Et d'ailleurs, c'est un des plus gros événements sportifs que la France a organisé. Ce n'est pas le seul, bien sûr. La France a déjà organisé d'autres gros événements sportifs, comme la Coupe du Monde de football en 1998, ou même plus récemment, la Coupe du Monde de rugby en 2023. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 mobiliseront environ 180 000 emplois dans divers secteurs, allant de la construction au tourisme, en passant par les métiers liés à l'organisation de l'événement lui-même. Ces chiffres reflètent ainsi l'ampleur des opportunités économiques créées par les Jeux, avec des secteurs qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie ou le commerce de détail étant tout particulièrement favorisés. Avec une affluence attendue de 15 millions de spectateurs, l'économie locale devrait bénéficier d'une forte augmentation de son activité. Mais les retombées économiques ne se mesurent pas qu'à l'afflux de visiteurs. En effet, les investissements dans les infrastructures et les contrats accordés aux entreprises locales permettent de générer des milliards d'euros de valeur ajoutée et stimulant potentiellement la croissance économique à moyen terme. Ces Jeux Olympiques offrent ainsi une occasion unique de dynamiser l'économie, de créer des emplois et d'insuffler une nouvelle vitalité à la région.
On peut tous se dire que les Jeux Olympiques sont un moment de fierté nationale incontestable. Lorsque nos athlètes français brilleront sur la scène internationale, que ce soit en remportant des médailles d'or, en battant des records du monde ou en réalisant des performances exceptionnelles, cela fera rayonner la France à travers le monde. On se souvient tous de la Coupe du Monde de football en 88, lorsque l'équipe de petite chez nous, c'était un moment de joie intense, de célébration collective, où l'ensemble du pays vibrait à chaque victoire de l'équipe de France. Et bien c'est pareil pour les Jeux Olympiques. Quand un athlète français monte sur la pelote marche du podium, c'est un moment de fierté partagé par des millions de personnes. On se sent unis, forts, représentés par ces hommes et ces femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour représenter leur pays. Ces moments restent gravés dans nos mémoires, ils deviennent ainsi des symboles de dépassement de soi, de détermination et de succès. Prenons aussi l'exemple d'Usain Bolt, je pense que tout le monde ici connaît Usain Bolt. Son nom est synonyme de vitesse, de record du monde, et à chaque fois qu'il s'apprêtait à courir sur la piste, le monde avait les yeux rivés sur lui en se demandant s'il allait battre un nouveau record du monde ou faire une performance exceptionnelle. Il est devenu une légende non seulement pour son pays, la Jamaïque, mais pour le monde entier également. En conclusion, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 représentent une opportunité exceptionnelle pour la France. Au-delà de leur dimension sportive, ces Jeux offrent une vitrine mondiale pour le pays, renforçant ainsi son économie avec la création de milliers d'emplois et ravivant la fierté nationale en mettant en lumière les performances de nos athlètes. Ils sont également une célébration de l'innovation, de la diversité et des valeurs du sport. En appuyant cet événement, la France démontre ainsi sa capacité à organiser des manifestations de premier plan et à briller sur la scène internationale. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront bien plus qu'une simple compétition. Ils seront un moment d'union, d'inspiration, de célébration pour ceux qui auront la chance d'y participer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dans 4 mois débutera les Jeux Olympiques 2024. Cet événement qui fait l'actualité a entraîné la construction de plusieurs chantiers. Le sujet qui m'a été posé est « Doit-on contrôler davantage les ouvriers dans les chantiers en lien avec les Jeux Olympiques ?» Avant d'aborder le lien avec les Jeux Olympiques, je souhaiterais aborder le sujet dans la globalité. C'est-à-dire, doit-on contrôler davantage les ouvriers dans tous les chantiers? Le mot « contrôler » ici peut avoir une connotation péjorative dans le sens « contrôler pour sanctionner ». Mais il peut aussi signifier contrôler la mise en sécurité des ouvriers, ou contrôler les conditions de travail qui leur sont imposées, ou contrôler encore si les ouvriers travaillent dans la légalité. Le mot « davantage » prend son sens dans le fait qu'il existe déjà des contrôles. Mais sont-ils suffisants pour tout contrôler? Je vais débuter mon discours sur la sécurité des ouvriers. Le secteur du bâtiment et travaux publics est un secteur à haut risque. Et la sécurité des ouvriers est quelque chose de primordial. Selon les statistiques du gouvernement, 18% des accidents sont suivis d'un arrêt et 29% décèdent à la suite d'un accident. Récemment, un ouvrier a trouvé la mort dans un chantier à Toulouse. Pour faire le lien avec les Jeux Olympiques, depuis le début des travaux, 130 accidents ont été recensés, dont 17 graves. Les ouvriers sur les chantiers sont responsables de leur propre sécurité, mais également de celle de leurs collègues. Cependant, certains ouvriers ne respectent pas ces règles de sécurité et mettent leur vie en danger et celle des autres. C'est pour cela que le contrôle des règles... Un ouvrier avec plusieurs années d'expérience et un jeune ouvrier sont en permanence confrontés aux mêmes risques. C'est pour cela que le respect des consignes de sécurité doivent être contrôlés. Ce contrôle est à la responsabilité de l'employeur. Mais comment s'assurer que celui-ci impose de bonnes conditions de travail? Nous savons tous que les ouvriers travaillent dans des conditions difficiles. De nombreux ouvriers déclarent travailler dans des postures pénibles, avec une vitesse excessive du travail. Ces conditions de travail augmentent non seulement les risques d'accident, mais affectent aussi négativement la santé des ouvriers. Un véritable défi a eu lieu avec les Jeux Olympiques 2024 à Paris.
puisque cela a entraîné la construction de plusieurs chantiers, 70 ouvrages au total, ce qui a été construit en un temps record. Ainsi, les ouvriers ont dû travailler de plus en plus rapidement pour que tout soit prêt à temps. La sécurité des ouvriers et les conditions de travail qui leur sont imposées ne sont pas les deux seuls éléments qu'il faut davantage contrôler. Je vais vous avancer un argument qui est pour moi le plus important de ce discours. Le travail illégal. Oui, mesdames et messieurs, le travail illégal existe bien, et cela devrait être davantage contrôlé. Avec la construction des Jeux Olympiques 2024, de plus en plus d'ouvriers sont engagés sans contrat de travail, ni fiche de paye. Il y a un an, 10 travailleurs sans papier étaient employés illégalement dans les chantiers des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Les employeurs profitent des ouvriers sans papier en leur imposant des conditions de travail défavorables, puisque plusieurs d'entre eux déclarent ne pas avoir été payés et travailler avec un manque d'équipement de sécurité. Le travail illégal ne pèse pas seulement sur les finances publiques, mais surtout sur l'absence totale de protection des salariés concernés. Et c'est une situation d'insécurité pour les employeurs, parce qu'un employeur qui ne déclare pas son salarié prend un risque considérable. Puisque selon le service public, le travail illégal est sanctionné de 10 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Le travail déclaré, c'est bien sûr une importance capitale pour le droit des salariés, pour leur protection sociale et pour leur droit à la formation. Mais c'est aussi important pour l'employeur, parce qu'un employeur qui ne déclare pas son salarié prend des risques considérables. Je souhaite terminer ce discours en précisant que la construction des Jeux Olympiques a suscité plus de contrôles que d'habitude. Cela était nécessaire puisque l'on a constaté une diminution par 4 du nombre d'accidents par rapport à la norme. Concernant le travail illégal, de plus en plus de contrôles ont déjà été effectués depuis 2016. Cela a permis aux ouvriers de travailler dans de meilleures conditions. Et comme la célèbre expression le dit si bien, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je tiens à remercier Monsieur Carlier pour cette soirée fantastique, et surtout vous, auditeurs et auditrices, d'être venus si nombreux et de m'avoir écouté. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente devant vous aujourd'hui afin de vous parler d'un sujet actuel qui, à mes yeux, dans le contexte dans lequel nous vivons, ne devrait pas avoir lieu en France. Malheureusement, le fil d'Ariane en a choisi autrement. Et c'est bien ici qu'aura lieu les Jeux Olympiques de 2024. À Paris, plus exactement. C'est dans cette ville, jonchée par les tensions, la colère du peuple, où la qualité de vie n'est pas égale de part et d'autre de la capitale, mais ce ne sont pas des aspects que je vais aborder durant ce discours. Mon discours sera plus sur l'aspect économique et sur l'impact financier sur le long terme pour le pays. Malgré l'importance des autres aspects, je trouve que l'aspect économique reste quand même l'un des plus importants, puisque rien que pour la mise en place des Jeux Olympiques de 2024, on trouve déjà une enveloppe approchant des 9 milliards d'euros. C'est un chiffre énorme, mais qui reste bien moins élevé que celui des Jeux Olympiques de Tokyo, qui dépassait largement les 10 milliards d'euros. Avec de telles sommes, on pourrait en conclure très rapidement que les Jeux Olympiques sont un véritable âge d'or, dont il faudrait profiter pour pouvoir développer le pays et la ville sujette aux activités. Et dire l'inverse, ça serait me contredire. Car les Jeux Olympiques donnent naissance à près de 116 000 emplois et ajoutent une valeur à la capitale de près de 9,8 milliards d'euros. Avec tout ce que je viens de vous dire là, on pourrait très vite en conclure que c'est une aubaine, une chance de briller aux yeux du monde. Car en plus de permettre ces emplois et cette valeur ajoutée, il rajoute le renouveau de la capitale, créer des infrastructures
et permet la maintenance des infrastructures déjà existantes. Malheureusement, à défaut d'être une chance, c'est aussi un risque qui peut être pris, puisque de tels projets, tels que permettre aux épreuves de natation de se dérouler dans la Seine, représentent un coût monstrueux. Et je ne m'attarderai pas non plus sur l'aspect humain vis-à-vis de la hausse des prix, de la hausse des activités, qui rendront la vie des habitants bien moins facile et bien plus rude à vivre. C'est d'ailleurs pour ça que j'apporte mon soutien à tous les étudiants et à toutes les personnes vivant dans la rue qui devront subir ces Jeux Olympiques et qui ne passeront clairement pas un bon moment. Je rajouterai d'ailleurs que, pour revenir sur l'aspect financier, que la croissance escomptée n'est clairement pas au rendez-vous, puisqu'on parle d'une hausse d'à peine de 0,1% comparée à l'économie actuelle française, ce qui représente vraiment absolument rien. Quant à l'enveloppe des 9 milliards que je vous ai parlé précédemment, elle ne prend même pas en compte la sécurité, et va donc sûrement dépasser les 10 milliards au même titre que les JO et ont eu lieu au Japon. Qui sait, peut-être qu'au même titre que les Jeux Olympiques s'étant déroulés à Athènes en 2004, les Jeux Olympiques créeront un gouffre financier qui nous plongera dans une crise et qui forcera les habitants à rembourser, au même titre que la Grèce, jusqu'en 2006. Il faut bien l'admettre, la théorie de malheur au vainqueur est bien réelle, puisque les événements tels que les Jeux Olympiques, les énormes événements sportifs, ne sont pas faits pour être rentables économiquement parlant. À vrai dire, il est même préférable de laisser les autres pays organiser l'événement plutôt que de le faire soi-même. Malgré tout, on pourrait quand même leur donner qu'ils obligent l'État à tenir leurs promesses, à créer des infrastructures, à rénover les anciennes déjà existantes, mais a-t-on réellement besoin des Jeux Olympiques pour commettre ça? A-t-on réellement besoin des Jeux Olympiques et de leur influence pour faire ces rénovations? Eh bien, je dirais que dans le pays dans lequel nous vivons, à savoir la France, nous n'avons pas besoin de Jeux Olympiques ni de grands événements pour augmenter notre activité ou notre économie, pour permettre le développement du pays. Malgré notre énorme dette de près de 3 300 milliards d'euros, soit quand même 112% de notre PIB, je trouve que la France peut totalement se développer par elle-même et n'a donc pas besoin d'énormes événements tels que les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est donc plus une raison de rénover Paris et d'améliorer son attractivité. C'est pourquoi, pour conclure, je dirais que les Jeux Olympiques restent tout de même un excellent événement. Et à défaut de me répéter, créer un dynamisme énorme pour le pays organisateur. Malgré le fait qu'ils rendront la vie dure à certains, ou qu'ils auraient pu se dérouler dans un autre pays qui en aurait bien plus d'utilité, ces derniers n'auront pas réellement, comme la Grèce, un vrai impact financier sur la France et seront donc profitables à toutes et à tous. Et qui sait, en espérant qu'aux yeux du monde, entier, qu'à défaut d'être rentable, ils puissent néanmoins être inoubliables. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonjour à tous et à toutes, spectateurs, jury, et bien sûr à tous les candidats qu'on a actuellement. Aujourd'hui, donc, on m'a posé la question, les Jeux Olympiques peuvent-ils être verts? En vrai, cette question est plutôt intéressante, car c'est très difficile à faire ce genre de choses. Et donc, les Jeux Olympiques, qui seront organisés donc à Paris cette année, ont pris quelques initiatives. Aussi à noter que Paris s'est portée candidate pour accueillir les Jeux avec un engagement fort. Réduire de moitié son empreinte carbone par rapport aux éditions précédentes et compenser les émissions qui n'auront pas été évitées. Donc, les organisateurs des JO ont fait ce qu'on appelle une approche
AERCM. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc le A sera pour anticiper l'impact carbone, le E pour éviter un maximum d'émissions en réutilisant plus de 95% d'infrastructures actuelles, le R pour réduire l'impact carbone, de moitié, le C pour compenser toutes les émissions qui n'auront pu être évitées par des projets environnementaux ou sociaux répartis sur tout le continent, M pour le mot mobiliser, pour accélérer la transition écolo de Paris 2024, qui engage ses partenaires à avoir des critères de durabilité et de réduire l'impact carbone pour 100% des achats pendant les Jeux. Aussi, ce qui sera fait pendant les Jeux Olympiques, c'est donc l'utilisation d'énergie plus renouvelable. Et aussi, bien sûr, que toutes les infrastructures qui sont utilisées pour les JO seront réutilisées plus tard, comme par exemple le village olympique, qui sera donc un nouveau parc de logements. Ensuite, pendant les Jeux Olympiques, les véhicules motorisés seront autorisés, mais sous certaines conditions. Par exemple, il faudra un laisser-passer. Aussi, par exemple, pour tout ce qui est bus et cars touristes, ces derniers seront donc prohibés. C'est donc de dépolluer la Seine pour pouvoir y accueillir quelques événements comme par exemple tout ce qui est épreuve nautique. Donc, pour en revenir à cette fameuse question, bien sûr, tout cela est donc possible, que bien sûr les Jeux Olympiques pourront être verts, certes, peut-être pas les nôtres ou peut-être pas les autres suivantes, mais ce qui serait très intéressant à savoir et à apprendre, c'est que donc Paris fait l'effort de réduire à moitié, et ce qui serait encore plus intéressant, c'est qu'en 2028, à Los Angeles, on essaye de faire la même chose, peut-être pas avec des meilleurs résultats, mais juste essayer, tenter quelque chose, ne pas faire les Jeux Olympiques juste pour l'argent, ramener des personnes ou autre, juste pour essayer de réduire l'empreinte carbone. Et aussi, bien sûr, garder toutes ces idées, pour réduire les effets néfastes que nous, humains, faisons donc de notre planète. Merci. Mesdames, Messieurs, chers joueurs, je me tiens ici devant vous pour vous parler de nos vies futures, de nos vies présentes. Car finalement, notre vie n'est que déterminée par le temps. Elle poursuit son cours et son élan. Ce sujet nous concerne tous. Vous qui aimez vous balader, en toute simplicité, sans prise de tête, ni prise de bec, sans un pépin, sans un témoin. Vous, pour qui la liberté de penser et d'être prime sur le reste. Vous et votre envie de vivre la vie comme vous l'entendez. Sachez-le, votre liberté a et aura des limites. Délimitées par des États, elles, limitées par votre foi. Qui de la famille ou de la loi. Et aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, s'adapter, s'accoutumer, s'assujettir aux normes des autres. Car oui, c'est fondement de notre société. Depuis des siècles,
l'humanité se pose des questions. Seule, parfois accompagnée. Et tout cela dans le but de répondre, à des problèmes engendrés par cette même humanité, qui ne cesse d'évoluer. En effet, la technologie apporte moult questions, utilisations et solutions. Et comme les mathématiciens disent, tout est mathématique, les politiciens disent, tout est politique. Et ils auront raison, car pour gérer un groupe d'individus, le mot d'ordre est concession. Et de la cession naît l'individualité pour que chacun, et ici nous y sommes, car la vidéosurveillance intelligente est un tournant technologique. Elle est certes la marque d'un besoin, un besoin de sécurité, mais comme toute chose en ce monde, ce besoin de sécurité a ses travers, qu'il ne faut pas prendre à la légère. La question à se poser est où est-ce que ce dispositif veut nous emmener? Est-ce simplement une installation éphémère qui vise à répondre aux besoins exceptionnels des JO de Paris? Ou bien un premier pas vers de la logistique humaine? Nous n'avons qu'à regarder en Chine ou dans d'autres pays où ce genre de dispositif fait rage, rappelant même parfois le scénario de vos films de science-fiction préférés, il y a quelques années, où la vie est catastrophique. La question est, est-ce que vous voulez vraiment d'un monde où chacun de vos moindres faits et gestes est surveillé? Les étatistes vous diront que l'État fait cela pour notre bien, ce qui est totalement faux. Mais, à trop vouloir nous contrôler, ce seront eux qui gouverneront nos vies. Si cela advient, notre individualité, notre essentialité laissera place à des consommateurs presque parfaits. Vous n'êtes peut-être pas encore convaincus. Et puis quoi, vous n'êtes pas des fraudeurs, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas des terroristes, à ce que je sache. Je vous répondrai, et alors? Les enjeux sont différents. Il en va de la question philosophique. Là, vous perdez votre individualité associée à un visage et des données biométriques, prouvant que vous êtes unique, n'est-ce pas? Mais que peut bien valoir l'unicité si tout le monde l'est? Rendez-vous compte que vous n'êtes plus qu'un nom, lui-même associé à un nombre, dans une base de données, à un numéro, comme du bétail qui attend l'heure de sa mort. Enfin, pour sonner le glas de fin de ce discours, j'aimerais citer un philosophe du nom de Descartes, connu pour sa citation « Je pense donc je suis ». Cette phrase met en exergue le fait que notre individualité est la seule chose sûre sur cette terre. Et dans ce monde uniformisé, je vous le demande, faites valoir votre individualité. Bonjour chers camarades, jury, je vais commencer par vous exposer une citation de Platon. La véritable éducation consiste à mettre en lumière ce qui est déjà présent dans l'esprit. Dans un monde où les choix définissent notre avenir, où chaque décision façonne le paysage de nos vies, nous trouvons aujourd'hui un carrefour de réflexion essentiel. Le proverbe « l'homme sage domine les étoiles » résonne dans nos esprits quand nous interrogeons faut-il reporter la rentrée scolaire pour accueillir les Jeux Olympiques 2024 à Paris.
Cette question transcende les frontières du pragmatisme pour toucher au cœur même de nos valeurs et de notre vision de l'éducation. Dans notre quête de réponse, nous devons nous appuyer sur les enseignements des plus grands philosophes, comme Platon dans son célèbre allégorie de la caverne. Nous sommes confrontés à la nécessité de remettre en question nos perceptions et de peser les priorités de manière éclairée. Les Jeux Olympiques, en tant que célébration de l'excellence humaine, soulèvent des questions profondes sur nos valeurs collectives et nos engagements éducatifs. Les partisans de ce report mettent en avant plusieurs arguments qui peuvent être, certes, être convaincantes pour certains d'entre vous, mais pas pour moi en tout cas. Notamment l'opportunité historique et la stimulation économique de cet événement mondial pourraient apporter à la France. Il souligne également la promotion de sport et de la santé, ainsi que l'image internationale positive qu'un événement aussi grand que celui-ci pourrait projeter la France en accueillant ces Jeux. Pourtant, lorsque nous nous éloignons des abstractions philosophiques et on examine les réalités concrètes, nous découvrons un paysage complexe de défis. D'un point de vue pratique, il est indéniable que reporter la rentrée scolaire pour accueillir les Jeux Olympiques crée un complexe et un défi logistique considérable. L'organisation des écoles est une préoccupation majeure. Un décalage du calendrier académique risque de perturber gravement le rythme. Je dirais même va perturber gravement. Aussi, la planification des enseignants, de leur programme et compromettre la continuité des pédagogiques. Pour vous convaincre, au lieu de prendre un exemple qui ne vous parle pas, comme par exemple les Jeux Olympiques de Rio 2016, je préfère vous parler d'un exemple que moi j'ai vécu et ma génération a vécu. Pendant notre année de première, nos profs étaient confrontés à un défi entre enseigner aux élèves les bases qu'on n'a pas pu avoir en seconde à cause de l'épidémie mondiale Covid-19, ou sinon travailler sur le programme du bac pour qu'on puisse passer nos épreuves. C'était bien évidemment un choix impossible pour les profs et encore plus dur pour nous. Donc pourquoi répéter la même erreur, même si la première fois c'était pas par choix? De plus, nous devons considérer les implications pour l'image internationale de la France. En retardant la rentrée scolaire pour accueillir les Jeux Olympiques, notre pays pourrait être perçu comme donnant la priorité aux intérêts économiques et touristiques au détriment de l'éducation de sa jeunesse. Cette décision pourrait nuire à la réputation de la France en tant que bastion de l'éducation et des valeurs humanistes sur la scène mondiale. Enfin, il est essentiel d'examiner les possibles conséquences sur le système éducatif lui-même. La perturbation du calendrier scolaire pourrait avoir des répercussions à long terme sur la progression académique des élèves. Une interruption prolongée de l'apprentissage pourrait compromettre leur préparation pour l'avenir et leur capacité de s'adapter dans un monde en constante évolution. Cependant, dans notre recherche des solutions éclairées, nous ne devons pas perdre de vue les valeurs fondamentales que sous-tendent nos systèmes éducatifs. L'éducation est bien plus qu'une accumulation de connaissances. C'est bien plus que ça, c'est même le pilier sur lequel repose l'avenir de notre société. En tant que gardiens de l'éducation et de la réputation de la France, nous avons la responsabilité de préserver ces valeurs fondamentales, même au prix de sacrifices temporaires. Ainsi, mesdames et messieurs, bien que les arguments en faveur du report de la rentrée scolaire pour accueillir les Jeux Olympiques soient forts, ils ne sont surtout pas suffisants pour me convaincre, et j'espère pour convaincre vous aussi. La préservation des valeurs fondamentales de notre système éducatif et de l'image internationale de la France doivent rester des priorités absolues. En tant que gardiens de l'éducation et de la réputation de notre pays, nous ne pouvons nous permettre de sacrifier ces valeurs essentielles au nom d'un événement éphémère. Merci. On est parfait dans le timing. Mesdames et messieurs, membres du jury, monsieur Carlier, vous tous, bonsoir. Voilà 2 semaines que nous avons eu nos sujets. Voilà 2 semaines que j'imagine, moi, devant vous, vous dire que Jeux Olympiques et droits de l'homme ne font qu'un. Voilà 2 semaines que j'essaie, mais que je n'y arrive pas, car c'est pas vrai. Alors oui, dans un premier temps, au vu des valeurs des Jeux Olympiques, qui sont celles du sport, nous pourrions se dire qu'elle épouse magnifiquement celle des droits de l'homme.
le sport et l'olympisme sont les valeurs de tolérance, d'acceptation, la prise en compte sans complexe des uns et des autres, mais aussi l'union des religions, des orientations sexuelles, des opinions et parfois des nations. Ce sont les valeurs les plus humaines et les plus acceptables, presque chevaleresques, qui existent encore dans notre société. De son côté, les droits de l'homme se rapprochent de ces valeurs avec différents droits, comme le droit à la non-discrimination, le droit à la vie, le droit à n'être soumis ni à l'esclavage ni à la torture, et enfin à l'égalité entre les hommes et les femmes. En bref, les droits de l'homme et les JO jouent au même jeu et sur le même terrain. Nous pourrions donc facilement dire que l'un implique l'autre. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Si nous reprenons les différentes villes hôtes des JO, et c'est le thème de mon oral, via le système politique en place dans celle-ci, les droits de l'homme ne sont pas forcément leur préoccupation première. Alors oui, il y a des villes comme Londres, Athènes, Sydney ou Los Angeles, je n'en cite que 4, qui sont respectueuses des valeurs humaines. Et c'est le cas pour la majorité des villes olympiques. Cependant, il en suffit d'une, 2, 3 ou 4 malheureusement, qui mettent en contradiction ces principes. Je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous compreniez mieux. Commençons par Rio, au Brésil par exemple. Ici, pas de traite d'humains. Mais nous pouvons nous poser des questions sur les conditions et les normes de sécurité des travailleurs sur les constructions des infrastructures olympiques. Nous pouvons parler des 600 familles aussi, qui habitaient des favelas et qui ont vu leur histoire détruite pour le seul argument, l'image de la ville. Rio, c'est 11 morts d'ouvriers et seulement 18 familles relogées sur 600. Continuons avec Pékin, en 2008, puis en 2022. En été et en hiver. Alors là, je ne vais pas vous parler de la démocratie, parce que de toute façon, elle n'existe pas en Chine. Je vous parlerai plutôt des Ouïghours. Est-ce que pour vous, l'exploitation des hommes et des femmes et des enfants sont pour vous gages des droits de l'homme? Pour moi, non. De même, nous pourrions parler de l'oppression militaire au Tibet en 2008, ou encore le fait de limiter le déplacement des populations. Pékin, c'est la médaille d'or du inhumain. Dans la liste des villes hautes qui jouent avec les droits de l'homme, nous avons aussi Sochi et Moscou. La liberté d'expression et la liberté de s'immiscer dans la vie politique de son pays sont aussi des piliers des droits de l'homme. La Russie, via son président, je crois nous pouvons le dire, ne le respecte pas. Que ce soit avec des élections sous empreinte de corruption, de soupçons aussi, ou simplement l'emprisonnement d'opposants politiques. Navalny, mort de vieillesse à 47 ans, en est une preuve. Enfin, et c'est à titre plus culturel. Quand je pense aux villes qui ne respectent pas les droits de l'homme, je pense aussi à Berlin. Alors, pas le Berlin d'aujourd'hui, on se comprend, hein, mais le Berlin en 1936. Vous savez, avec le petit moustachu là, qui est un peu énervé. Et bien, là, je ne crois pas non plus que les droits de l'homme étaient à leur paroxysme. Mais partons encore moins loin. Est-ce que chez nous, sur le sol français, terre des droits de l'homme et du citoyen, en 2024, allons-nous respecter les droits de l'homme? Serions-nous exemplaires? Sur le papier, oui. Mais réquisitionner les logements Crous à des étudiants précaires, envoyer les SDF loin de la capitale, sport pour tous, est-ce mieux? Seule la morale de chacun peut nous le dire. Pour être tout à fait honnête, sur le site du CIO, il existe une charte olympique. Et une charte qui relatant les droits de l'homme, forcément. Mais elle n'intéresse pas forcément les personnes qui choisissent les villes. Les pots de vin, le pouvoir et l'argent sont comme à chaque fois les principaux facteurs de décision. Comme dirait l'autre, faut mieux une dictature riche qu'une démocratie pauvre. Et l'histoire montre que le comité olympique pense exactement pareil. Monsieur Carlier l'a rappelé, je crois, les JO, enfin la devise des JO, c'est l'important, c'est de participer. Alors, depuis 2 semaines, je peux vous le dire, la devise, c'est l'important, c'est le gros chéquier. Merci.
messieurs, membres du jury, je vous adresse mes salutations. Aujourd'hui, dans le cadre du concours d'éloquence, on m'a posé la question de l'équité des sexes aux Jeux Olympiques. Ce à quoi je vais répondre par le négatif, c'est-à-dire l'inéquité des sexes aux Jeux Olympiques. Ça peut sembler contre-intuitif, mais je vais vous inviter avec moi afin d'aborder quelques arguments pour attester de ça dans ce sport prestigieux. Commençons par définir quelques concepts de base. L'équité et l'égalité. L'égalité applique un traitement uniforme et identique pour tous sans tenir compte des différences et individuelles. Et en revanche, l'équité, quant à lui, vise à donner à chaque individu les ressources et opportunités nécessaires afin d'avoir un résultat équitable en tenant compte des différences de contexte et de circonstances. Dans le contexte des Jeux Olympiques, l'égalité des sexes est souvent présentée comme un idéal à atteindre. Cependant, considérant la nature intrinsèque du sport, les différences biologiques entre hommes et femmes sont indéniables. Et celles-ci se traduisent souvent par des performances différentes et dans diverses disciplines. Par exemple, dans l'athlétisme, les hommes ont généralement une masse musculaire plus importante et supérieure, ce qui peut leur conférer un avantage en termes de vitesse et de force. Imposer une égalité stricte aux Jeux Olympiques pourrait entraîner une distorsion de la compétition et de la perte de la pureté du sport, là où la performance devrait être le seul critère de succès. Nous risquons ainsi de compromettre l'équité de la compétition où la juste récompense devrait être attribuée en fonction des efforts de la compétition de chaque athlète. En outre, regardons la réalité économique. Le sport féminin ne génère pas toujours les mêmes revenus que son homologue masculin. Les sponsors, les diffuseurs, comme à la télé par exemple, cela n'est pas respecté. Nous voyons plus souvent le sport masculin que le sport féminin. Tout ça parce qu'ils cherchent simplement à avoir des revenus supérieurs, ce qui creuse encore plus cette équité entre les deux. Par ailleurs, forcer une parité de genre aux Jeux Olympiques pourrait conduire à une discrimination positive, injuste envers les femmes. Les quotas ou les exigences de représentation pourraient priver certains athlètes talentueux de leur chance de participer aux Jeux au profit d'autres qui ne seraient pas nécessairement aussi méritants au niveau sportif. Prenons un exemple concret. Imaginez un homme et une femme ayant suivi un entraînement rigoureux dans l'athlétisme malgré les efforts. Il y a plus de chances que l'homme remporte la compétition en raison d'avantages biologiques intrinsèques tels que la masse musculaire supérieure ou les capacités physiques supérieures, naturellement plus élevées. Cette situation met en évidence l'inéquité de genre où les facteurs biologiques indépendants de l'effort et du mérite influencent le résultat d'une compétition sportive. En revanche, imposer une égalité stricte aux Jeux Olympiques, nous risquons d'ignorer ces différences biologiques et de compromettre l'équité de la compétition. Enfin, je voudrais attirer également votre attention sur une autre facette de l'inéquité de genre. Par exemple, avec le barème, qui est totalement différent d'un homme et une femme. En fonction de chaque compétition, ce barème change. Mais par exemple, pour le barème d'un homme, il va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur, qui incite à faire de plus gros efforts, par exemple pour les temps, ou la distance parcourue en un certain temps. Cela peut donner une pression supplémentaire à certains athlètes et voir leur priver de certaines compétitions, voire même clairement qu'ils ne puissent pas aller aux Jeux Olympiques. Cela crée une inégalité dans les standards attendus. Ainsi, non seulement les différences biologiques, mais aussi la disparité dans le barème des performances contribuent à l'inégalité de genre aux Jeux Olympiques. En conclusion, mesdames et messieurs, bien que l'égalité des sexes soit un objectif louable, elle peut poser un défi unique dans le monde du sport, et en particulier aux Jeux Olympiques. Nous devons adopter une approche plus nuancée et reconnaître les différences biologiques entre hommes et femmes, afin en compromettant l'équité des compétitions, nous risquons de créer des injustices imprévues et de compromettre l'intégrité même du sport. Il est temps de remettre en question l'orthodoxie et d'adopter une vision plus équilibrée de la question de l'égalité des sexes dans le monde du sport. Merci.
Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour assister à ce thème de délinquance. Vous avez fait l'effort de venir participer et de nous aider à nous encourager. Ça fait chaud au cœur et pour cela, je vous remercie pour ça. Alors, aujourd'hui, mon sujet que moi je vais attaquer pour faire ce débat sur le thème toujours des Jeux Olympiques, c'est d'en savoir les athlètes sont-ils considérés comme des produits marketing. C'est un sujet qui a suscité de nombreux débats depuis de nombreuses années et aujourd'hui nous allons parler aussi sur ce thème en l'encontre de ce fameux débat. Enfin, au-delà de ces performances statistiques et personnelles, le joueur professionnel, qu'il soit un athlète sur le thème de sport collectif ou individuel, a tout un chacun un potentiel marketing. Bien sûr aussi des niveaux à laquelle chaque sportif a son niveau. Mais en parallèle à ce que l'on peut dire sur ce point-là, les grands clubs européens l'ont bien compris, à savoir pour pouvoir relever son chiffre d'affaires sur le marché international, il est aujourd'hui important d'investir ces projets sur de nombreux talents, à savoir sur le domaine du football, qui est l'un des sports très connus dans le monde et qui rapporte énormément d'argent aux entreprises. Et ça, ces derniers recherchent à recruter des joueurs internationaux en fonction de leur profil marketing. Comme nous pouvons le voir aussi avec les Jeux Olympiques, qui débutent sur de nombreux thèmes en relation avec les sports qu'on a. Je pourrais prendre par exemple le cas dans le thème du tennis, avec Novak Djokovic en partenariat avec Watertrip. C'est une entreprise qui est en fabrication de bouteilles d'eau. C'est une entreprise qui était de base créée en 2016, qui était au niveau international, qui n'était pas très connue. Mais en étant pris comme ambassadeur, l'un des fameux joueurs internationaux populaires, il lui est revenu son chiffre d'affaires qui a augmenté à un chiffre d'affaires qui était très élevé. Donc en relation avec cela, nous pouvons dire que être en relation avec des professionnels sur ce thème de ce qu'ils font permet de faire la pub des produits que nous mettons en relation et qui permet quand même de faire revenir des centaines de millions d'euros. Je pourrais aussi prendre l'exemple du fameux Kylian Mbappé, le jeune prodige que tout le monde connaît, qui va participer aux Jeux Olympiques de France, et lui qui a été en partenaire avec plusieurs sponsors, à savoir Nike, qui a été en partenariat avec lui depuis 2006. Et il s'est vu que les chiffres d'affaires de Nike, en partenariat avec la publicité de Kylian Mbappé, s'est vu augmenter. Alors, nous avons noté à chiffre 140 millions de livres, soit 16,8 millions d'euros par annuel, ce qui est un chiffre qui est quand même assez énorme. Nous pouvons aussi poursuivre dans ce dynamisme en parlant aussi de Serena Williams, ambassadeur de Schwarzwälder, une joueuse de tennis de renommée internationale qui joue actuellement, qui a dû arrêter malheureusement, mais qui a même, elle aussi a eu son impact et qui a permis quand même aux marques d'avoir plus de marques et de plus de revenus. Alors, pour aussi prendre un autre exemple que tout le monde connaît, l'incident qu'il y a eu de Coca-Cola en 2021. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a revenu à Coca-Cola, mais c'est un des partenaires les plus connus, Cristiano Ronaldo. C'est comme l'événement de la société, il a suffi de déplacer juste une bouteille d'eau et pour la remplacer. Enfin, je veux dire, il a remplacé la bouteille de Coca-Cola par une bouteille d'eau et cela a fait chuter plus de 4 milliards d'euros, de dollars plutôt, à Coca-Cola. Et cela a fait baisser le chiffre d'affaires boursière de Coca-Cola. Pour vous dire que l'impact quand les athlètes aujourd'hui sur les produits marketing sont devenus un poids qu'on ne peut plus négliger. Car pour tout un chacun des entreprises qui souhaitent promouvoir son revenu, il est important d'être en relation et en collaboration avec les athlètes qu'on a actuellement de nos jours. Et cela aussi, nous pouvons dire que si les sponsors s'arrachent les Jeux Olympiques, c'est aussi que le CIO, Comité international olympique, défend au plus près sa marque olympique. Parce que chaque année, les Jeux Olympiques rapportent des millions de dollars. On peut dire que même en 2008, à Pékin, on a recensé plus de 1,2 milliard de dollars de chiffre revenu. Et il y a une grande partie de cet argent qui a été gagné dû au fait qu'il y a eu ces acteurs, ces athlètes qui ont contribué à des finances qui ont permis à ces entreprises de susciter de nombreuses millions de dollars.
Donc, je vais m'approcher aussi sur la conclusion de mon sujet pour dire que les entreprises et les athlètes ont une relation qui est intime, du fait par lequel il y a deux choses. Il y a l'exposition du produit et les revenus du chiffre. Ce qui met en évidence pour dire que aujourd'hui, le sport a un impact crucial dans le monde en termes de marché international. Aujourd'hui, il est devenu très difficile de fonctionner son entreprise, son budget, si cela est, on ne peut pas prendre ces alternatives. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs, chers invités, honorable jury, j'aimerais d'abord vous saluer avec un sportif. Bonsoir. On est sportif, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur un sujet qui semble évident, à première vue. Laisse-moi voir, peut-être que j'ai oublié. La pratique du sport n'apporte-t-elle que des effets bénéfiques pour l'individu? Et je vais répondre par la négative. Souvent, la pratique du sport est encensée pour ses nombreux bienfaits sur la santé physique et mentale. Là, on est d'accord. Mais il est temps d'examiner de manière critique si elle apporte réellement que des effets bénéfiques pour l'individu. En effet, malgré les louanges qui lui sont souvent attribuées, je vais m'atteler à démontrer que la pratique du sport comporte également son lot d'effets néfastes pour l'individu. Et j'ai 5 arguments. Le premier argument, c'est impact physique excessif. La pratique intensive de certains sports peut entraîner des blessures graves et des traumatismes physiques. Les athlètes professionnels, par exemple, sont souvent sujets à des lésions musculaires, des fractures osseuses et même des commotions cérébrales. Qui connaît Neymar Junior? Neymar Junior, qui connaît? Il joue tellement. On reconnaît sa grandeur, on reconnaît son potentiel, mais malheureusement, il a été affecté pour une blessure grave et il ne joue plus. Ça, c'est un effet négatif de la pratique du sport. Des études montrent que les sports à forte intensité, comme le football américain, par exemple, ou la gymnastique, peuvent avoir un impact négatif sur la santé à long terme en raison des blessures récurrentes. Moi, par exemple, j'ai une amie qui s'était inscrite, elle est dans cette salle, hein, qui s'était inscrite pour faire les gymnases. Elle y allait tous les jours, pendant les matins une fois et pendant les soirs autrefois. Mais elle faisait ça tous les jours et cela a nuire sa santé. Donc, parce qu'elle faisait ça d'une manière excessive. Voilà. Deuxième argument, pression mentale et psychologique. La compétition sportive peut engendrer un stress intense et des pressions mentales, surtout au niveau professionnel ou lors de compétitions importantes. Cette pression peut conduire à des troubles mentaux tels que l'anxiété, la dépression et même des troubles alimentaires chez des athlètes. De nombreux athlètes de haut niveau ont témoigné publiquement de leur lutte contre la pression mentale et le stress, mettant en lumière les défis psychologiques auxquels ils sont confrontés en tant que sportifs de haut niveau. Qui a regardé le match entre la France et la Suisse, 8e de finale? Qui a regardé? C'était match, c'était combien? Égalité. Et pour tirer les pénaltys,
qui étaient les dernières à la France pour tirer les pénaltys? Oh, vous ne regardez pas les matchs? C'était les jeunes footballistes, ils s'appellent Kylian Mbappé. Vous ne connaissez pas cette musique? Oh, Kylian Mbappé, il était fort par contre. Il a tiré les pénaltys. Mais malheureusement, il a raté. Pourquoi? Le stress, la pression mentale. Ça peut engendrer de grosses conséquences. Le troisième, commercialisation et mercantilisation du sport. Le sport moderne est devenu une industrie lucrative où l'argent et les profits priment parfois sur les valeurs éthiques et sportives. La commercialisation excessive du sport peut conduire à la corruption, à la tricherie et à l'exploitation des athlètes, et en particulier dans le sport professionnel et de haut niveau. Les scandales de corruption et de manipulation des matchs dans le football, tels que l'affaire FIFA, démontrent les dérives causées par la commercialisation du sport. Lionel Messi, par exemple, était sorti les premières des bestes. Moi, je suis fan de Lionel Messi, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parfois, il y a des corruptions et ça engendre de grosses conséquences. Le sport n'apporte tel que des effets bénéfiques pour l'individu. Non, non, non. Il y a aussi des aspects négatifs. Et en conclusion, je peux dire qu'il est indéniable que la pratique du sport comporte son lot des effets néfastes pour l'individu, allant des blessures physiques aux pressions mentales et à la tentation du dépage. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Bientôt les Jeux Olympiques, bientôt la fanfare, bientôt la compétition, mais bientôt les conséquences. Qui a pensé aux conséquences économiques et environnementales des Jeux Olympiques? Il ne vous aura pas échappé que très bientôt, grâce au comité des Jeux Olympiques de Paris, une nouvelle étape, celle du surf, aura lieu sur l'île de Tahiti. Tahiti, l'île paradisiaque réputée pour ses îles, une île dont la nature est inimitable, dont les moindres dommages seraient visibles, puisque c'est un paysage de carte postale. Nous devons faire confiance pour l'organisation des JO, au comité de Paris. Cette étape dure 3 jours et ne requiert que 3 jurys. Pour cette étape, la construction d'une tour est nécessaire afin que le jury puisse voir le déroulement de l'épreuve et remettre leur jugement. L'élément central de mon discours est la contradiction apportée par la citation du comité des Jeux Olympiques de Paris et confrontée à ce que disent les habitants de l'île de Teotihuacan, de la ville de Teotihuacan, qui est là la ville où sera construite cette ville, cette tour. Les Jeux Olympiques ont été acceptés par les habitants sous 2 conditions. Que la nature soit préservée. On ne veut pas avoir des dégâts irréversibles. On ne veut pas avoir un cauchemar industriel des bâtiments inutiles sur une zone paradisiaque. Et, deuxièmement, il a été dit, nous acceptons la présence et nous tolérons les Jeux Olympiques si, également, la qualité de vie des riverains n'était pas altérée. Bizarre. On nous a dit, pas de dégradation. Pas de dégradation des riverains, de la qualité de vie des riverains, ni des aménagements, ni
de l'écosystème. Cependant, une installation existait déjà sur place, une tour en bois. Certains vous diront qu'elle n'était pas aux normes, mais bizarrement, après recherche, personne n'a pu dire de quelle norme il s'agit. Peut-être que ça l'oublie. Cependant, la construction d'une tour pour seulement 3 jours d'utilisation, ce fut, sur les plans, indiqué une tour de 15 mètres, dont les câblages sous-marins viendraient alimenter la tour, nécessitant des chauffages, des toilettes, des salles de repos et de l'air conditionné. À quel moment, dans le plus grand respect de l'écologie, peut-on installer une tour, ou puis-je dire plutôt un HLM ou un bâtiment autre qu'une tour d'observation, puisque à ce moment-là, on peut faire autre chose. Mon deuxième point, c'est comment. Comment a-t-on pu financer une tour de 4,4 millions d'euros alors que le reste du pays est sur la fin? Voyez-vous, le premier commerce dans le pays, c'est le tourisme. Ben, le deuxième commerce sur le pays, enfin sur cette île, c'est la drogue. Comment peut-on mettre 4,4 milliards d'euros dans une infrastructure superflue, puisqu'elle existait déjà, et laisser mourir de faim, ou dans des conditions inadmissibles, les paysans et les personnes qui vivent sur place? Je vais donc conclure sur le fait que le pays souffre. La France, qu'elle soit métropolitaine ou en outre-mer, les dettes qu'elle a, plus de 3 000 milliards d'euros de dettes, c'est énorme. Peut-on espérer à la fin que ce genre de dépenses superflues puisse au moins contribuer à rembourser et à aider les gens, même s'il semblerait que ce soit tout le contraire. Les gens à l'origine devaient, les jeux devaient s'adapter aux personnes. Finalement, ce sont les gens qui doivent subir et s'adapter aux jeux olympiques. Merci. Bonsoir à toutes et tous, chers étudiants, chers professeurs, chers spectateurs. Je vous invite à réfléchir à une évolution récente qui nous affecte tous quotidiennement. La hausse des prix des transports, comme vous pouvez le voir ici même. Cette décision, bien qu'elle puisse qu'elle puisse susciter des interrogations, est en réalité une opportunité unique pour notre pays. Permettez-moi de partager avec vous une perspective positive sur ce sujet, en mettant en lumière les opportunités et les avantages que l'augmentation des prix des transports va apporter à nous tous, citoyens français. Les Jeux Olympiques modernes ont été relancés en 1896 à Athènes, en Grèce, sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin. Depuis lors, cet événement sportif mondial est devenu la célébration
de l'unité, 2, de la compétition et 3, de l'excellence humaine. Cela a réuni des athlètes du monde entier. Comme je le disais, cela a réuni des athlètes du monde entier pour rivaliser dans un esprit de fair play. Ensuite, Paris, notre ville bien aimée. Paris a connu une longue histoire avec les Jeux Olympiques. Elle a d'abord accueilli les Jeux en 1900, en 1924, puis cet été, en 2024, à Paris. Ces accueils de Jeux Olympiques ont permis à la ville de devenir quelque chose de grand, de devenir olympique. Et comme nous pouvons le voir, elle a eu des héritages des Jeux Olympiques, notamment avec des infrastructures splendides, comme le Stade de France, et aussi le Stade olympique Yves du Manoir. L'attribution des Jeux Olympiques de Paris est un moment crucial dans l'histoire de la ville. En effet, cela représente non seulement une reconnaissance de son statut en tant que capitale mondiale du sport, mais aussi une opportunité extraordinaire de mettre en valeur ses traditions, sa culture et son patrimoine. Selon le journal Ouest France, l'augmentation des prix va permettre de financer un projet tel que l'expansion des rames de métro, la rénovation de ces dernières, la modernisation également. Et cela va coûter à la ville de Paris plus d'1 demi-milliard d'euros. Vous vous rendez compte? 1 demi-milliard sur les 9 milliards à l'échelle nationale. Ensuite, l'augmentation des rames de métro va nous permettre, à la ville de Paris surtout, de pouvoir, de pouvoir résister face à l'afflux des 600 000 voyageurs quotidiens. 600 000, c'est énorme, 600 000. Des études montrent également que la hausse des prix permettra de réduire jusqu'à un tiers l'utilisation de véhicules personnels. Enfin, cher auditoire, permettez-moi de conclure que la hausse des prix est une bonne chose et que dans les générations futures, la ville de Paris sera quelque chose de grandiose, où nous pourrons circuler dans les transports en toute sécurité, avec de la modernité et avec fluidité. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci beaucoup. Pour commencer, les gladiateurs, vous avez mis le niveau trop respect. Mesdames et messieurs, distingués membres du jury, permettez-moi de vous emmener dans un voyage au cœur de l'essence même des Jeux Olympiques. Une essence qui transcende les frontières, les barrières économiques et les différences sociales. Aujourd'hui, avec plaisir, je défends avec ferveur l'idée que le prix des billets des Jeux Olympiques doit être adapté en fonction de prix. Les Jeux Olympiques, pour commencer, ont été fondés sur les idéaux de fraternité, d'unité et de paix. Comme en témoigne, si on regarde le logo en fait, des Jeux Olympiques,
Il témoigne les 5 anneaux entrelacés avec les 5 continents unis par l'olympisme. L'accès devrait être permis aux plus défavorisés. Et pour commencer, on va parler des mères et pères. On a tous des mères et pères, je pense. Les pères et les mères des familles. Les pères et les mères des familles qui jonglent chaque jour avec les exigences du travail et de la vie familiale. En fait, pour eux, les Jeux olympiques, ce n'est pas une occasion juste pour regarder du sport. C'est juste une occasion de prendre leur famille et d'aller voir et vivre cette émotion ensemble. Et nous, aujourd'hui, on peut le dire, grâce à ce que je viens de dire aujourd'hui, qu'aujourd'hui, vous pouvez aller prendre vos fils et filles et aller partager ces moments et prendre des photos inoubliables. Mais n'oublions pas, comment on peut oublier, bien sûr, ce qui façonne ces jeunes esprits, ce qui tient devant les tableaux noirs et les écrans d'ordinateur, ce qu'ils enseignent, éduquent et inspirent les professeurs, les sculpteurs de nos vies étudiantes, les sculpteurs de nous, les gladiateurs. Ils méritent eux aussi de pouvoir assister à ces Jeux olympiques, mais non pas en tant que spectateur ordinaire, parce qu'il peut payer ça et aller tranquille, mais en tant que témoin de l'impact profond qu'ils ont sur la jeunesse et sur le monde à venir. Un prix symbolique, je pense, ça sera le moindre des choses pour eux. Et à vous, chers étudiants, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, s'ils ont baissé les prix, ils n'ont pas baissé les prix. Nous, on est là, on va bosser, on va travailler, on va sculpter jour par jour, heure par heure, pour arriver à nos rêves d'enfance. Vous vous rappelez, on était aux premières. C'est quoi ton rêve? Je veux faire un prof. Il y a un prof ici, hein, je pense. Pour cela, on va dire qu'aujourd'hui, on va arriver à nos rêves. Et on va avoir l'argent. Et on va être tous au VIP la prochaine Jeux olympiques. Et je me permets de préclamer, Monsieur Bélanger, désolé, hein, je me permets de préclamer au nom de l'INSET de Saint-Quentin que notre ville regorge de talents et de compétences. Nous sommes prêts à faire partie des villes qui accueillent les Jeux olympiques et à montrer à tout le monde et à montrer que chaque ville de la France a la capacité d'accueillir ces Jeux. En adaptant les tarifs des billets aux Jeux olympiques en fonction des revenus, nous ouvrons les portes à cette expérience unique à chacun avec n'importe sa situation financière. Et comme témoigne la nouvelle devise olympique en 2001, qui est prône en latin, Citius, Altius, Fortius, Communauté, ce qui signifie plus fort, plus haut, plus vite, ensemble. Je me permets de vous dire que ensemble, on est plus fort et nous pouvons avoir une voix plus haute pour réaliser l'impossible au plus vite. Merci à vous. Bien, on va faire la moyenne des notes. On en a pour 10 minutes, un quart d'heure. S'il vous plaît. Allez, l'heure tourne et donc déjà, je le rappelle, on a fait un classement 5, 4, 3, 2, 1, mais pour nous, tout le monde a gagné ce soir. Parce que j'ai oublié de le dire en introduction, mais chaque étudiant s'est inscrit avec des raisons qui sont souvent très personnelles, avec des objectifs personnels, et pas forcément dans l'idée d'être premier, mais d'abord c'est un combat contre soi-même, et rien que le fait de passer
moi je pense qu'on peut les féliciter, c'était vraiment bien. On va d'abord, je vais remercier le public d'être présent ce soir. Merci au public. Merci aux membres du jury. Vraiment, merci Antoine, parce que ce décor, c'est Antoine. Donc, merci Simone pour la minuterie. Bon, je remercie aussi Monsieur Bélanger. Les chefs de département des IUT. Voilà, donc Monsieur Jean et Mme Trenet qui sont présents là ce soir. Alors, est-ce que vous voulez dire un petit mot par rapport aux Jeux Olympiques, rapide? Oui, tout d'abord, merci à tout le monde d'avoir planché sur ce sujet qui n'est pas facile. Vous avez tous réussi avec brio. Au niveau des Jeux Olympiques, comme vous le savez, le 17 juillet, on accueille la flamme olympique à Saint-Quentin. Nous sommes une ville-étape, ce qui nous permet de stabiliser Terre de 2024. Est-ce que vous avez des questions liées aux Jeux Olympiques? Peut-être, comme vous avez planché assez longtemps sur le sujet, peut-être que ça vous a fait développer des questions auxquelles je n'avais pas eu de réponse. Ils attendent tous le classement. C'est bon, on passe le classement. Pas évident de parler à ce moment-là, mais bon. Encore, tu peux rajouter si vous avez des questions à la suite du classement, on peut discuter, c'est pas un souci. Voilà. Si vous voulez des places pour SQBB aussi. Le pôle sport tiendra à féliciter les participants. On reviendra vers vous très prochainement. Merci au BDE, Camille, Don Benny et tout le monde des BDE pour... D'accord. Et pas long, toi. Parce que Don Benny veut dire un petit mot, dit monsieur. Alors, Don Benny a gagné l'éloquence la première année et il veut absolument dire un petit mot. Donc, à la fin, là. Mais... À la fin. Ouais, c'est long. Pardon? C'est quand même un peu lent. Bon, allez, le classement. Cinquième, Wadi Azmel. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu, de m'avoir écouté. C'était pas facile justement parce que la compétition, elle était, tout le monde avait travaillé son sujet, tout le monde était là pour gagner. Certes, moi aussi, je vais pas vous mentir, j'étais là pour gagner, mais ça me fait autant plaisir de participer, c'est le nécessaire, comme on dit pour les Jeux Olympiques, le nécessaire c'est de participer. Merci à tout le monde, merci cher jury, merci mes camarades d'être là, et voilà, c'est tout, je vous remercie tous. Merci. Donc tous les étudiants auront un petit diplôme. J'annonce? Ouais, on y va. 4. Thomas Cousine.
Merci à tous. En numéro 3, Shivan. J'ai oublié de dire les moyennes. Pour Wadi, on est à 14,2. Pour Thomas, 14,3. Pour Shivan, on est à 14,7. Et par contre, pour les deux premiers, ça se détache un petit peu, on est environ à 16. Du coup, on va annoncer le vainqueur. Le vainqueur, je vais en faire ça. Le vainqueur. Simon Marceau. De moyenne, 16,7. Donc tu vas pouvoir réviser avec. Je serai là l'année prochaine pour le jury. Oui, tu seras dans le jury. C'était ça la récompense. Le petit trophée qui a été fait par l'IUT, le DUT GMT et par Aurélien. Voilà, merci à eux. Merci beaucoup, Lucas. Deuxième, c'est un étudiant, c'est pas une étudiante, de BUT, chimie, Anguille. 16,2 de moyenne. Voilà. Et pour tous les autres, vous pouvez venir aussi prendre la photo. Bravo les autres. Simon, est-ce que tu veux dire un mot? Moi, je voulais féliciter toutes les personnes qui ont participé, parce que c'est la deuxième fois pour moi. Je sais ce que ça fait de passer pour la première fois. Donc je vous souhaite la victoire à la deuxième. Et bravo, parce que c'est pas un exercice facile que vous rencontrerez dans votre vie professionnelle future. Parler devant des gens, c'est jamais simple, même si on est habitué à l'oral, etc. Donc voilà, merci à vous d'avoir participé et bonne chance pour la prochaine et bonne chance pour tout le temps. Voilà. Et merci au jury. Merci beaucoup. Tu es obligé de revenir l'année prochaine. Eh ben, je reviendrai l'année prochaine pour renoter. Non, je pense que c'est bon. Oh, dis donc, t'es pas chier. Ouais, j'aurai le mail de Simon pour l'envoyer, le premier, le deuxième, le troisième. Envoyez quoi? Le billet pour l'assister
faculté de sciences et de l'industrie. Oh bah merci beaucoup. Voilà. Avec un bisou avant. Ah, il n'y a pas de problème. Ce bisou aussi.